Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, moi ça va pas mal. Le PA beaucoup moins, mais on va voir ça tout de suite. Donc semaine numéro 14 et je vais vous montrer rapidement la performance du PEA. Ensuite, on va regarder vite fait les indices principaux mondiaux, comment ça se passe, qu'est-ce que je pense de la situation actuelle. Et ensuite, étant donné la situation actuelle, je me suis dit que c'est peut-être une bonne idée de vous parler aujourd'hui du risque de séquence. Je vous explique ça juste après. Donc, sans plus tarder, on va passer à la performance. Donc actuellement, le PEA est à 46 506 euros, donc 42 000 euros d'évaluation de titre plus une poche espèce de 4 000 euros. Vous voyez que la plupart de mes lignes sont en rouge, excepté ma ligne S&P 500 que j'ai commencé à construire en mi-2022. Donc là, j'ai une nette performance de 20% quasiment. Et par contre, sur la première ligne, où j'étais en positif depuis l'année dernière, donc depuis mars de l'année dernière, là je suis clairement en négatif et une moins-value assez conséquente de 5 000 euros. Euh, Ensuite, ouais, donc pareil pour le MSCI America, cette ligne j'ai commencé à la construire euh, en juillet, je crois, juillet de l'année dernière, ce qui fait que j'ai aussi une plus-value de moins de 1000, donc elle est plus conséquente que ma ligne sur Nasdaq, même si cet ETF est moins baissé. Au niveau des ordres, donc moi, mon PRU actuellement sur ma ligne principale est à 1000 euros 21, 1021 euros. Et actuellement, celui-ci, il vaut 829 euros. Donc on a clairement baissé assez drastiquement ces derniers temps. Les ordres. Donc, je vais pas vous mentir. Moi, j'y vois là une opportunité d'entrée. Donc j'en ai pris un. Euh, C'était quand? Le 4. Donc vendredi, j'en ai pris un. Et je me suis dit que en fait, je voulais pas rentrer si tôt, mais là, pour moi, c'était le moment d'y aller pour abaisser mon PRU et plus tard, sur du long terme, me constituer une plus forte plus-value. La performance. Donc là, vous allez voir, c'est un peu dégueulasse. Donc j'ai commencé, d'habitude je fais de la semaine, là je vais commencer sur un an. Sur un an, vous voyez, je suis à moins, moins 15,67%. Une performance plutôt dégueulasse, on va pas se mentir. Mais bon, on choisit pas vraiment comment ça se passe. Vous voyez que l'année dernière, quand j'ai commencé à construire ma ligne depuis février-mars, essentiellement sur les ETF en levier. Donc je suis rentré pas forcément au bon moment parce qu'on était sur quand même des assez hauts historiques, mais néanmoins, vous voyez que j'ai quand même connu ce genre de situation en août de l'année dernière. J'étais quand même en moins 14%, donc aujourd'hui je suis encore un peu plus en dessous. Mais vous voyez que j'ai fait quand même. Je suis passé de moins 14 d'août, en août à en décembre 11, on va dire. Ça fait un delta de 35% quand même. Donc ça veut dire que j'ai fait une perte de 35% entre ces deux points-là. Donc moi, je pense que cette année, on va peut-être pas faire autant. On va continuer de baisser un peu, voire de faire du surplace ou de la baisse. Mais c'est en fait, à ce moment-là, j'avais pas forcément de fonds. Donc là, j'aurais bien aimé pouvoir continuer à rentrer. Donc ce que j'ai fait, j'en ai fait un peu. Mais là, pour moi, on va être sur des moments intéressants pour rentrer. Voilà. Donc la semaine, je vous montre rapidement la semaine. Je vais vous montrer rapidement sur 5 ans. Donc là, vous voyez, je suis retrouvé au même niveau que l'année dernière en janvier, légèrement moins. Donc là, on a effacé une année de perfo quasiment. Mais bon, on ne peut pas décider de l'humeur des marchés, surtout avec ce qui se passe en ce moment. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Donc la performance sur une semaine, on va regarder quand même. Ici, ça va aller depuis le 28 février à aujourd'hui. Vous voyez, donc là, une semaine bien dégueulasse. Une semaine à
moins 20%. Et puis on va regarder en euros. Donc on a commencé à 60 000. Ah non, c'est mars, pardon, je me suis planté. Il faut regarder avril. Mars 28. Donc 53 300. Attendez, je fais de la merde là. Le 4. Ouais, c'est ça. Voilà. On a commencé 53 300. Le 3 avril, on était du coup au moins 49, enfin, 49 857. Et aujourd'hui, on a reparti 3000. Donc on a 46 506 euros. Donc là, on est vraiment sur une correction assez violente, on va pas se mentir. Donc ça, c'est pour la performance. Maintenant, je vais vous parler du reste. Hop. Alors, du coup, concernant les indices, donc le S&P 500. Donc, sur un jour, donc vendredi, on a fait moins quasiment 6%. Donc là, c'est assez violent, on va pas se mentir. Mais après, c'est normal étant donné l'actualité politique. Donc sur 5 jours, on est à moins 8%. Toujours une catastrophe. Sur un mois, moins 11. Sur 6 mois, on est à moins 10. Et sur un an, on est à moins 2,47. Donc sur un an, on passe en territoire négatif. Ce qui arrive en vrai relativement peu souvent sur le S&P 500. Donc entre 2022 et 2024, on a connu ça. Donc sur une période de 2 ans, quasiment. Et là, donc depuis 2024, sur une année, on a connu des hausses assez puissantes. Donc une correction peut peut-être justifiée après tout. Donc sur certains, on n'est plus qu'à 80% de performance. Voilà. Le Nasdaq 100, c'est pareil. Donc le Nasdaq 100, on perd 6% aussi. Donc quasiment autant que le S&P 500, pas beaucoup plus finalement. Parce que ce qui a pris le plus cher sur le S&P 500, en vrai, ce sont les grosses capitalisations. Ce qui fait qu'on a à peu près la même performance négative. Sur 5 jours, c'est pareil. Sur 6 mois, moins 12. Sur un an, on a moins 3,88. Donc quasiment 2 fois plus que le S&P 500. Et sur 5 ans, on est à 111% de perfo. Ce qui fait que, en fait, vous voyez bien qu'entre 2022 et 2024, la baisse a été plus accentuée sur le Nasdaq 100. Oui, c'est pour ça que cet indice-là est plus volatile que le S&P 500. C'est pour ça que les ETF à effet levier sont plus violents sur celui-ci. Et si on n'aime pas trop le risque, c'est peut-être mieux de prendre du levier sur le S&P 500 plutôt que sur le Nasdaq. Si on a peur de la volatilité. Faut pas croire que ce qui se passe aux États-Unis, ça va rester là-bas. Donc j'ai pris par exemple le CAC 40. Sur un jour, on est à moins 4,26%. Sur 5 jours, on est à moins 7,32%. Donc quasiment comme le S&P 500, moins 8. Sur un mois, moins 11. Donc là, on commence à s'en rapprocher. Sur 6 mois, moins 3,97. Donc on a connu un début d'année assez exceptionnel, ce qui fait que on est quand même mieux sur le CAC 40 actuellement que sur le S&P 500. Et sur un an, vous voyez que sur le CAC 40, on a moins 10%. Donc une performance... il valait mieux avoir du S&P 500 que du CAC 40 pour l'instant. Voilà, sur un an. Donc là, je vous ai tracé rapidement le graphique de ma première ligne de mon PEA, donc à savoir le LQQ, le Nasdaq 100 en levier. En rose, une moyenne exponentielle en 10 périodes. Et en rouge, une moyenne exponentielle en 50 périodes. Donc moi, ce que je disais, c'est que dès que, concernant ma stratégie, dès que je franchissais sur une période donnée, la moyenne exponentielle de 10 périodes, je rentrais un peu.
Mais si je voyais qu'on commençait à franchir la moyenne exponentielle en 50 périodes, donc ce sont des événements qui arrivent donc, regardez, depuis 2012 assez rarement, et ben en fait, donc après il faut se méfier parce que moyenne exponentielle mobile ça prend en compte plus les fluctuations période de prix. Ce qui fait que c'est pas complètement représentatif si on va loin dans le passé, mais c'est pas grave. Vous voyez, entre 2022, donc on aurait pu rentrer ici, en juin 2022, donc faire une petite phase ici d'accumulation. Donc là c'est vraiment intéressant. Mais moi, vous voyez, moi j'ai commencé à mettre en place ma stratégie à ce niveau-là. Parce qu'en fait, je trouvais pas de point d'entrée, donc au bout d'un moment, quand on n'est pas exposé, le mieux c'est de commencer à rentrer. Donc vous voyez, c'est pour ça, donc moi j'ai un PRU de 1000, ce qui fait que j'ai commencé par ici, là, j'ai commencé un peu là, un peu là. Donc là, moi j'ai payé assez cher ce truc. J'avais commencé à renforcer ici, quand j'ai passé là, et là, moi, même si j'ai pas trop les fonds dispo en ce moment, pour moi, c'est le moment des opportunités actuellement. Donc moi, le juste prix, je l'ai estimé vers entre 800 et 850, le prix vraiment correct. Et là, pour moi, on arrive sur des prix qui sont corrects, donc je vais, même si j'ai d'autres projets en cours, je vais quand même faire quelques injections de liquidité dans mon PEA prochainement et consolider cette ligne. Voilà, concernant ma stratégie. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, je vais montrer ces fichiers. Donc, euh, donc ça me trace la performance actuelle. Donc ici, combien j'ai mis, combien je mets tous les ans, etc. En fonction des, des ajouts mensuels. Pour savoir à quel moment je vais atteindre le plafond d'emploi et combien j'aurai quand j'aurai X années. Donc vous voyez qu'actuellement, si je calcule ma performance annualisée et que j'arrête aujourd'hui le, le, la perfo, ça me fait un rendement annuel net de 2,66%. Si je prends en compte que j'avais ce montant-là au début et que maintenant j'ai ce montant-là. Bon, c'est pas totalement la réalité, mais c'est juste pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Donc ça me fait un delta de 5600, donc un rendement de 14% sur 5 ans. C'est vraiment pas ouf. Donc ça me fait un rendement annuel net de 932 euros, mensuel de 81 euros. Donc si je prends ce montant-là et que je le multiplie par cette perf, ça fait comme si tous les mois je peux récupérer 81 euros. Et journalier de 2,62 €. Bon, je peux acheter une baguette de pain et une boîte de pois chiches. Bon, c'est franchement sérieux. Bon, bon, c'est pas se loger. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en dessous, j'avais tracé les graphiques en fonction de mon âge, combien est-ce que je pourrais me retirer mensuellement, enfin en net, sans toucher au capital. Donc à 30 ans, je pourrais me retirer 137 euros. Vous voyez, donc là, on est sur une montée qui s'accélère. Et à partir de là, je pense que c'est là où, d'après mon calcul, j'arrête à me mettre sur le PEA. Donc vous voyez qu'avec une performance de 2,72%, on va pas beaucoup améliorer ses capacités de retrait sur, euh, sur ces investissements. Donc c'est pour ça qu'on cherche à faire des performances qui sont à minima de 7-8% sur la performance d'un investissement en général. Donc ça, si je continue et que la performance boursière ne bouge pas, qu'on est toujours à 2,76%, donc là on est vraiment sur un scénario catastrophe, hein, je vous le dis. Hein. À 60 ans, je pourrais me verser un complément donc, de 691 euros. Waouh, incroyable. Tant d'efforts pour si peu. Ouais, mais en réalité, c'est la réalité en fait. C'est ça qui se passe. Voilà, donc 60 ans, 180 euros. Donc maintenant, admettons que je veuille appliquer la règle des 4%. Donc là, à 30 ans, on serait à 170. Et à 60 ans, 852. Donc là, si j'applique la règle des 4%, ça veut dire que je prends dans le capital. Donc c'est-à-dire que mon capital va baisser.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon investissement, il va valoir zéro. Donc, je vais vous montrer ça. Euh, merde, le réveil. Hop. Donc, dans un simulateur, une simulation de Monte Carlo. Donc, on va rapidement ça. Donc, en gros, qu'est-ce que le risque de séquence? Le risque de séquence, c'est euh, vous avez vous avez un objectif de vivre de vos investissements. Donc vous avez une phase d'accumulation pendant toute la période où vous investissez. Et à un moment donné, vous arrêtez, vous continuez un peu vos investissements. Vous commencez à dire, je veux commencer à retirer une fraction de ces investissements pour vivre de ceci. Et bien en fait, il faut faire attention au risque de séquence. Le risque de séquence est un risque qui est que qui fait que si on commence à retirer de ces investissements une année où il y a une baisse qui est assez conséquente, ça peut impacter la performance long terme. Donc je vais vous montrer ça. Donc là, pour l'exemple, je vais prendre une répartition 60%, 40%. Donc 60% stock market, 40% bonds. Donc avec un capital de 1 million. Donc admettons que vous retirez tous les ans 45 000. Donc comment ça fait ça 45 divisé par 1 million. Ah, je suis con en fait, ça fait 4,5%. Ouais, c'est ça, fois 100. Ça fait 4,5%. Donc là, vous appliquez à peu près la règle 4%. Donc on va commencer euh, sans... donc comme ça, de voir ce qui se passe. Si vous, tous les ans, vous retirez 4 500 000, 45 000 euros sur vos 1 million d'euros, donc on va regarder la performance brute. Ok. Donc on va lancer la simulation. Et voilà ce qui se passe. Donc ça c'est la valeur de votre portefeuille par rapport au temps. Donc, ça calcule plusieurs scénarios. Et donc on voit bien qu'au début on a 1 million. Et ils ont tracé les 5 des quintiles en fait. Donc hop. Et donc si on commence, mettons, sa phase de retrait à 50 ans. Et là on prend une durée de 30 ans, ok. Donc dans 10% des cas, vous voyez que la courbe, elle arrive à zéro. C'est-à-dire que il y a une probabilité qui est non nulle pour que vous vous retrouviez avec zéro au bout du compte. Donc dans 25% des cas, vous retrouveriez donc les cas les plus défavorables avec 1 500 089, donc votre capital aura un peu fructifié. Dans un cas sur deux, vous vous retrouvez à 4 millions. Dans 3 cas sur 5, donc dans le 75e percentile avec 9 millions, et donc dans 10% des cas, vous vous retrouverez avec 15 millions. Donc là, on va calculer ce graphique-là, il montre le taux de succès de vos portefeuilles. C'est-à-dire que dans 87% des cas, si vous appliquez ce principe-là de retirer 45 000 sur 1 million tous les ans, votre portefeuille a 87% de chances de survivre. C'est-à-dire que vous ne vous retrouviez pas à zéro à la fin. Parce que là, on a appliqué une règle de 4%. Voilà, donc je scrolle rapidement pour que vous voyez un peu les résultats. Maintenant, on va changer les paramètres. Donc là, on va faire simple. On va dire qu'on ne retire pas 45 000, mais 100 000, donc 10% tous les ans. Vous allez voir l'incidence sur la simulation. Donc là je vous montre juste, si on retire juste 10% sur 1 million, donc 100 000 dollars, comment ça va impacter la chance de survie du portefeuille. Donc vous voyez que là, dans tous les cas, le portefeuille, il est mort. C'est-à-dire qu'il n'y a que 7% de scénarios
ou vous vous retrouvez avec un peu d'argent à la fin. Donc là, clairement, on est sur un scénario de... Vous commencez maintenant à retirer à 50 ans, et à 80 ans, vous n'avez plus rien, genre... c'est terminé. Donc là, si jamais vous voulez mourir avec 0 € en poche, c'est ce qu'il faut faire. Retirer 100 000 donc, sur 1 million. Vous voyez? Donc ça, c'est pas du tout conseillé. C'est pour ça qu'en général, on conseille la règle de 4%, et qu'il faut retirer une fraction la plus faible possible du capital. Donc là, maintenant, je vais remettre 45 000. Hop, par an. Pour vous montrer un peu l'incidence. Donc là, on dit que vous retiriez 45 000 sur 1 million, mais que vous commenciez vos retraits une année où la bourse a fait une performance de merde. Par exemple, cette année. Vous commencez avec la pire première année, d'accord? Donc tout à l'heure, on avait un taux de succès de 87%. On va voir comment ça impacte la chance de survie du portefeuille, de commencer avec la pire année. Hop. Donc on va commencer avec la worst first year. Et vous voyez, donc ça a impacté significativement au bout de course. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, dans 25% des cas, on était à plus de 1 500 000. Là, on n'est plus qu'à 318 000. Et la chance de survie du portefeuille, elle n'est plus que de 78%, donc 10% de moins. Seulement si vous commencez unique avec la première pire année. Voilà. Maintenant, on va aller plus loin. On va dire que cette année et l'année prochaine, ce sont les deux pires années. Hop. Donc là, on va voir ça rapidement. Et vous voyez que là, le portefeuille a une chance de survie de 61%. Quasiment la moitié. Donc il n'y a que la moitié des scénarios où votre portefeuille va survivre. C'est pas terrible, on va pas se mentir. Donc, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que quand on arrive déjà, ce risque, il faut en être conscient. C'est-à-dire qu'on peut pas pouvoir faire tous les ans les mêmes retraits sur son total investi. C'est pour ça qu'il va falloir, si vous commencez sur vos sources de retrait sur les pires premières années, il va peut-être falloir retirer beaucoup moins que ce que vous aviez prévu initialement. Sinon, ça va impacter votre performance à très long terme. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, mais en fait, il faut être conscient de ce risque. Voilà. Il ne faut pas compter que sur ça si jamais vous comptez mettre au point cette stratégie. Donc là, je vais repartir quand même, vous remontrer, pas vous laisser dans le désespoir total, sur la bourse sur SIA en premier, avec un retrait annuel de 25 000. Donc vous êtes ajusté un peu, parce que vous savez que vous commencez avec la première pire année. Voilà. Vous voyez que là, dans ces cas-là, vous avez un taux de succès de 100%. Parce que vous avez seulement retiré 2,5% du total. Donc voilà, c'est pas une fatalité, mais il faut être flexible quant à la stratégie de retrait. Donc voilà, je vous laisse méditer sur ça. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Salut!